Maintenant qu'on a vu de façon intuitive la notion d'énergie cinétique dans la vidéo précédente, je te propose ici d'en voir la formulation mathématique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose ici une illustration assez spectaculaire de la notion d'énergie cinétique. C'est en fait une vidéo filmée au ralenti qui montre une balle de fusil percer ici une plaque d'acier qui a plus d'1 centimètre d'épaisseur. Donc voici cette vidéo, voilà, on voit la balle qui perce allègrement cette plaque d'acier, qui pulvérise véritablement l'acier ici, et bien sûr ça évoque de manière assez spectaculaire cette notion d'énergie cinétique. Alors cette notion d'énergie cinétique, on peut l'approcher intuitivement à partir de la notion de force. La notion de force qui est en fait ici la force exercée par la balle sur l'acier. Tu reconnaîtras que sans force ici, on ne peut pas percer l'acier. Et cette force, ce n'est rien d'autre que la force d'inertie de la balle. Donc la plaque d'acier ici offre un obstacle à la trajectoire de la balle. La balle est donc ralentie forcément par la présence de l'acier. Si elle est ralentie, ça veut dire que sa vitesse est modifiée. Une modification de la vitesse, c'est une accélération. Dans ce cas-ci, c'est une décélération en réalité, mais voilà, donc c'est toujours en toute généralité une variation de vitesse, c'est-à-dire une accélération. Et puisque la balle possède une masse, effectivement, elle exerce une force d'inertie sur la plaque. Tout comme la plaque exerce une force pour la ralentir. Cette balle, ces deux forces sont bien entendu égales et opposées. C'est la troisième loi de Newton qui explique ça de façon détaillée. Voilà. Alors, voilà, donc on va voir cette notion de force d'inertie ici à l'œuvre. La balle est en train de pénétrer à l'intérieur de l'acier, elle est donc en train de déformer l'acier, ça veut dire que cette force d'inertie est en train de travailler. Il y a des déplacements qui ont lieu ici, on voit clairement cette notion de transfert d'énergie ici. La balle effectue tout un travail ici à l'intérieur de l'acier pour le déformer et véritablement le pulvériser. Alors voilà, ce travail vient bien entendu de quelque part, elle vient de la notion d'énergie cinétique, telle qu'on l'a vu dans la séquence introductive. On a ici de l'énergie cinétique. Par le simple fait que la balle possède une masse, voilà, une masse m et une vitesse, ça fait tout simplement qu'elle a de l'énergie. Et c'est cette énergie ici qui va être libérée au niveau de la plaque dès que la force d'inertie apparaîtra. Voilà. Alors, le but de cette séquence, c'est d'obtenir l'expression mathématique de l'énergie cinétique en fonction des deux paramètres du mouvement. On est d'accord que le mouvement ici est caractérisé entièrement par la masse que possède l'objet et sa vitesse, tout simplement. Il n'y a rien d'autre qui rentre ici dans ce mouvement. Le mouvement est entièrement décrit à partir de la vitesse et de la masse. Voilà. Alors, voilà, donc c'est un problème, c'est une problématique qui a intrigué les scientifiques depuis bien longtemps, dès le XVIIe siècle par exemple, du temps de Louis XIV ici, pour te situer l'époque. Oui, les scientifiques s'intéressaient à ce phénomène. Il semblait que lors d'un choc, il y avait une espèce de transfert. Quand on lance une bille ici sur une paroi d'argile, cette argile se déforme. La balle a communiqué quelque chose. Se déformer, ça veut dire qu'il y a eu des forces, que ces forces se sont déplacées. Il y a eu ici de l'énergie dépensée. Et donc voilà, la bille d'acier ici a communiqué quelque chose. Ce quelque chose qu'on ne formulait pas à l'époque comme étant de l'énergie cinétique, mais comme étant donc une grandeur physique hypothétique qui était donc communiquée de la boule, de la bille d'acier ici, à l'obstacle. Voilà, alors si on lance la bille plus rapidement, forcément, la déformation est plus importante, ce qui semble indiquer que la grandeur qui est communiquée de la boule à la paroi était tout simplement plus grande. Nous, on dira tout simplement que l'énergie cinétique de la bille était plus grande par le fait d'avoir une vitesse plus grande. Mais voilà. Donc, les scientifiques de l'époque, selon ces observations, avaient certaines hypothèses, comme René Descartes, par exemple, qui, lui, proposait que la grandeur qui était communiquée de la bille à l'obstacle ici, c'était tout simplement le produit de la masse par la vitesse de la bille. C'est ce qu'il a appelé la quantité de mouvement. Cette grandeur physique, quantité de mouvement, est proportionnelle à la masse et à la vitesse, tout simplement. Alors, donc ça c'était pour la première moitié du XVIIe siècle, et plus tard, donc vers la fin du XVIIe siècle, l'Allemand, donc Gottfried Leibniz,
Lui a proposé une autre grandeur. Il a dit que la grandeur physique qui était échangée entre la bille et la plaque ici, c'est ce qu'il appelait la force vive. Et la force vive, pour lui, c'était proportionnel à la masse, comme la quantité de mouvement de Descartes, mais c'était une grandeur qui était proportionnelle au carré de la vitesse. Donc selon ses observations et ses réflexions, il s'est dit, quand on observe ceci, on constate que les déformations sont plutôt proportionnelles au carré de la vitesse, plutôt que simplement à la vitesse comme le proposait Descartes. Je simplifie fortement ici bien sûr les choses, mais voilà. Donc il obtenait ici une formule qu'il appelait la force vive, c'est donc l'ancêtre, on pourrait dire, de l'énergie cinétique. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, ceci n'est pas l'énergie cinétique, on le verra, mais ça y ressemble beaucoup. On verra ça dans quelques instants. Ça y ressemble beaucoup, mais ce ne l'est pas, en fait, parce qu'il a fallu attendre Newton avec sa loi du mouvement ici pour répondre à la question. Et c'est ce que je te propose de faire maintenant. Grâce à la loi de Newton et au principe de conservation de l'énergie, on va obtenir l'expression mathématique exacte de l'énergie cinétique. Alors voilà. Pour travailler sur la loi de Newton, je vais commencer par illustrer ici les choses. Je te propose de disposer d'un chariot de masse m, un chariot qui peut se déplacer sur des rails ici absolument sans frottement. On va idéaliser les choses, bien entendu. Et je vais bloquer ici ce chariot avec un bloc, de manière à pouvoir pousser sur le chariot sans qu'il ne bouge tout de suite. Donc voilà, j'exerce une force F ici, et tu vas supposer que pour la suite ici, je continue à pousser avec cette force F qui est parfaitement constante, et quand je lâcherai bien sûr le bloc, forcément le chariot va se mettre à bouger selon la loi de Newton. Donc voilà, c'est ce que je vais faire ici. Donc quand je lâcherai ici le bloc qui retient le chariot, eh bien une accélération va apparaître, une accélération qui vaut forcément F sur m. Alors si on a une accélération du chariot, ça veut tout simplement dire que sa vitesse va évoluer proportionnellement au temps avec l'accélération a ici comme coefficient de proportionnalité. Ça tu connais bien, c'est la formule de base du mouvement rectiligne uniformément accéléré, qui dit que la vitesse est effectivement proportionnelle au temps. Voilà. Alors, je vais maintenant faire l'expérience. Je vais prendre un chronomètre ici. Si je prends ce chronomètre, c'est pour bien te préciser ce que veut dire le t ici. C'est bien le temps mesuré à partir du moment où je vais libérer le chariot. C'est le temps t égale à 0, c'est le temps auquel la vitesse vaut encore 0. Mais dès que je mettrai le chronomètre en route, je vais libérer le chariot pour que la vitesse puisse augmenter. Voilà qui est fait. Et la vitesse maintenant évolue de façon proportionnelle au temps. Voilà, alors je suppose maintenant que j'ai arrêté de pousser sur le chariot continue, il est sur une piste circulaire, il va revenir, et je vais l'arrêter grâce ici à une colonne de blocs. Donc voilà le chariot qui arrive, et il va forcément rentrer en collision avec cette colonne de blocs qui va donc tomber. De l'énergie a été dépensée, forcément, c'est le chariot qui a communiqué son énergie cinétique. Alors, cette énergie cinétique, d'après le principe de conservation de l'énergie, eh bien, je sais comment la calculer. C'est tout simplement l'énergie que j'ai fournie au chariot à partir de la poussée avec la force F ici sur une certaine distance. Et donc, ce sera tout simplement donné par le travail de cette force sur la distance sur laquelle je l'ai poussée. C'est donc ce que j'appelle le travail, W, pour work en anglais bien sûr. F vaut donc F fois L. Je spécifie bien les choses ici. F, c'est bien la force que j'ai exercée sur le chariot, et L, c'est bien la distance sur laquelle j'ai poussé le chariot. Et donc voilà, cet effort que j'ai fait ici en poussant le chariot sur une distance L, eh bien, il n'est pas perdu. Il y a conservation de l'énergie dans la nature. Cette énergie se retrouve sous forme de mouvement maintenant, sous forme d'énergie cinétique. Et donc, ceci est un bon moyen de calculer l'énergie cinétique. Alors voilà, c'est ce que je vais faire ici. À l'aide de la loi de Newton et de cette formule, je vais calculer l'énergie cinétique communiquée à partir du travail de ma force, communiquée donc au chariot. Voilà. Alors, je vais forcément me servir de la loi de Newton pour ça, mais je vais donc faire les choses ici de façon assez précise et détaillée. Je représente le chariot ici, donc je vais repérer la position sur une coordonnée x ici, donc ceci est un repère cartésien. Voilà, j'ai une coordonnée x ici qui va me permettre d'étudier donc la position du chariot au cours du temps. Alors voilà, donc je vais maintenant lancer le chariot, je vais donc appliquer la force comme je le faisais tout à l'heure, je vais mettre à ce moment-là le chronomètre en route, voilà qui est fait, le chariot rentre donc en accélération et stop,
j'arrête le temps ici, je fige le temps au temps t précis. Ici, le temps t qui apparaît ici, bien sûr, qui m'indique que la vitesse du chariot, c'est a fois t, ce que je peux indiquer ici tout de suite. La vitesse du chariot, c'est a fois t. Maintenant, en ce qui concerne la position, voilà, c'est la position x ici. Ce x représente tout simplement la distance parcourue depuis 0. Donc le x, il remplace le L ici. Hein. Tu es d'accord avec moi que la distance sur laquelle je considère la poussée de la force ici jusqu'au temps t, c'est la distance x. Je remplace donc L par x. Et ce x, il faut bien comprendre que c'est le x au temps t précis que j'utilise ici pour exprimer la vitesse. Et la distance parcourue après un temps t de mouvement rectiligne uniformément accéléré, tu connais bien ça, c'est la formule de base qui donne la distance au temps t, qui est tout simplement 1/2 de a t carré. Voilà, et donc avec ceci, eh bien, je peux calculer ici le travail. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le travail qui vaut m fois l'accélération, voilà, je l'écris, et puis j'ai que x vaut 1/2 de l'accélération fois le temps au carré. Alors je vois apparaître dans le produit ici a fois a, ce n'est rien d'autre que a carré bien entendu, que je peux écrire tout de suite, et a carré t carré, c'est a fois t, le tout au carré. Je peux mettre le carré ici en évidence, sur une parenthèse, voilà, et je vois apparaître le produit a fois t. Et le produit a fois t me permet de retrouver tout simplement la vitesse. A fois t, c'est la vitesse que je suis en train d'observer ici pour le chariot au temps t. Au temps t, effectivement, je fais la vitesse a fois t. Et donc, je vais m'empresser de remplacer a fois t ici par la vitesse, parce que maintenant, j'aurai bien une formule qui me donnera le travail effectué, c'est-à-dire aussi l'énergie transmise au chariot, qui est l'énergie cinétique, qui sera donc fonction uniquement des paramètres du mouvement, la masse et la vitesse. Voilà, je l'ai ici, 1/2 de mv carré, 1/2 de mv au carré. Voilà, donc on a maintenant l'expression de l'énergie cinétique au temps t. Alors, on va maintenant supposer qu'au temps t, j'arrête de pousser le chariot. Donc, d'abord, regardons bien ce qui s'est passé jusqu'à présent. La vitesse est en train d'augmenter proportionnellement au temps. Ça veut dire que l'énergie cinétique ici est en train d'augmenter proportionnellement au carré du temps, puisque c'est la vitesse au carré qui intervient. Voilà, il n'est pas étonnant que l'énergie cinétique augmente, puisque je suis en train de pousser ici sur le chariot de manière continue. D'accord? Donc voilà, l'énergie cinétique n'a fait que augmenter en fonction donc du travail que j'ai effectué. C'est normal, c'est le principe de conservation de l'énergie. Et on est arrivé donc à une certaine énergie qui, à la vitesse v, vaut 1/2 de mv carré. Et maintenant, je propose d'éliminer la force. On va dire que le temps t que j'ai ici, c'est justement le temps auquel j'abandonne la force. J'arrête de pousser sur le chariot. Si j'arrête de pousser sur le chariot, le travail que j'ai donné est fini, je ne dépense plus d'énergie, et donc l'énergie cinétique ici va tout simplement rester constante. Et c'est effectivement ce qu'on voit, parce que si je ne pousse plus sur le chariot, la vitesse, elle est acquise maintenant, elle ne va plus changer. Je peux enlever le temps ici, la vitesse est devenue une constante, je suis ici en MRU. La vitesse va rester parfaitement constante. Je te rappelle que je suppose qu'il n'y a pas de frottement, donc la masse va continuer à bouger à la vitesse v. Voilà, et donc je peux maintenant supprimer tout ce qui est relatif au temps ici. C'est ce que je vais m'empresser de faire, bien entendu, pour simplifier les choses. J'ai quelque chose qui caractérise uniquement le MRU. Je n'ai même plus besoin de parler de travail ici, puisque je n'exerce plus de travail. J'ai ici l'énergie cinétique enfermée dans ce système physique extrêmement simple, qui est juste une masse à la vitesse v. Et donc, on voit que l'expression que j'ai ici, voilà, je peux oublier cette notion de travail, elle ne concerne que le mouvement d'une masse m à la vitesse v. Et donc, on peut vraiment attribuer cette expression mathématique à la grandeur physique, qui est l'énergie donc enfermée dans le mouvement d'une masse. Voilà, 1/2 de mv carré, c'est bien donc la formulation mathématique de l'énergie cinétique que je voulais donc, à laquelle donc je voulais t'emmener. Voilà, donc on va maintenant un petit peu travailler là-dessus. On va d'abord voir un petit peu le point de vue historique. Voilà, on voit que ça ressemble fort à ce que Leibniz proposait. Leibniz proposait la force vive qui, elle, était tout simplement mv carré. Alors, ce qui était important dans l'idée de Leibniz, c'était cette dépendance au carré de la vitesse. Il avait compris que c'était la vitesse au carré qui déterminait
la grandeur physique qui était transférée lors d'un choc sur un obstacle. Voilà, il avait donc raison, ce qu'il n'avait pas, c'est ce 1,5 ici. Mais voilà, donc malgré ce détail ici de 1,5, on attribue cette notion d'énergie cinétique bien souvent à Leibniz. Voilà, donc ça c'est pour les aspects historiques. Maintenant, regardons ça un petit peu sur le plan scientifique. Inspectons par exemple les unités de l'énergie cinétique. Alors les unités de l'énergie cinétique, ben, voilà, ce sont les unités de l'énergie bien sûr. J'ai calculé l'énergie cinétique à partir de l'énergie d'un travail, donc à partir d'un travail tout simplement. Un travail c'est une force fois un déplacement et une force c'est une masse fois une accélération. Donc il est facile de retrouver les unités de l'énergie cinétique. On voit que c'est tout simplement des kilos. L'énergie cinétique a des unités qui sont les mêmes que celles du travail, qui sont donc des kilos, fois des mètres par seconde au carré, les unités de l'accélération bien sûr, fois des mètres, les unités de la position ici, de la distance parcourue. Mètre fois mètre, ça fait des mètres au carré, et j'ai donc des mètres par seconde au carré. Et ça c'est parfait bien sûr, on voit que c'est parfaitement cohérent, on voit bien que j'ai des kilos ici, pour la masse, et on voit bien que j'ai une vitesse au carré, des mètres par seconde pour le V carré ici. C'est parfait, ce mètre par seconde se retrouve bien au carré. Et donc voilà, on a bien quelque chose de cohérent. Au niveau des unités, ceci, c'est bien ce qu'on appelle un joule, c'est bien l'unité du système international qui désigne donc les énergies, c'est l'unité d'énergie du système international. Voilà, c'est donc le joule qu'on utilisera pour exprimer donc l'énergie cinétique, bien entendu. Voilà, donc ça c'était pour les aspects d'unité. Maintenant, je peux passer donc à une illustration, maintenant qu'on a clarifié ces unités. Je peux calculer l'énergie cinétique, par exemple, d'une voiture qui se déplace sur une route. Voilà la voiture qui passe. Tu as remarqué que c'est une petite voiture, elle ne pèse que 600 kg et elle faisait 108 km/h. Alors je vais rentrer ces deux données dans la formule ici, mais bien sûr avant ça je vais être prudent. Je vois que la vitesse est donnée en km/h, ce ne sont pas les unités du système international, je dois prendre les unités de base pour être sûr que ce que je calcule ici sera bien exprimé en joules. Et donc il faut toujours faire ça. 108 km c'est 108 000 mètres et une heure c'est 3600 secondes. 108 km/h, ce sera donc bien 108 000 sur 3600 mètres par seconde. Je peux déjà diviser par 100 au-dessus et en dessous, et je vois que j'ai 108 divisé par 3,6. Si tu es fort en calcul mental, tu verras que c'est 30, mais je te conseille de prendre ta calculette malgré tout pour vérifier. On a bien 30 mètres par seconde. Ça, c'est le chiffre que je vais mettre ici avec la masse pour obtenir l'expression, pour obtenir la valeur, de l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique vaudra donc 1,5 de 600 qui vaut 300. Ce sera bien entendu exprimé en joules, le tout multiplié donc par 30 au carré. Ça fait 300 fois 900, c'est-à-dire 270 000 joules. Ça veut dire exactement 270 kilojoules. Et 270 kilojoules, ça peut paraître impressionnant, c'est un chiffre impressionnant ici, 4 zéros qui se suivent, mais en fait ce n'est pas tellement d'énergie, un joule c'est une toute petite énergie. Juste pour te donner une idée, si tu regardes l'énergie qu'il y a dans un pot de yaourt aux fruits, eh bien tu verras que c'est à peu près 3 fois plus grand que cette énergie-là. Ça veut dire donc, en vertu du principe de conservation de l'énergie, si tu manges un tiers de pot de yaourt, ça te donne suffisamment d'énergie pour pousser une voiture jusqu'à ce qu'elle fasse 108 km/h. Et si elle pèse 600 kg, bien sûr, tu auras dépensé à peine 270 kJ. Voilà, ça te donne juste une idée des ordres de grandeur de l'énergie, des énergies qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Voilà, alors maintenant que ceci est fait, les choses peuvent te sembler simples. C'est une petite formule toute simple. On a la masse, on a la vitesse, on peut calculer l'énergie cinétique. Eh bien, fais attention, c'est une formule qui est trompeusement simple. Si on fait l'expérience suivante, tu verras que les choses sont effectivement un petit peu subtiles. Voilà, donc j'ai représenté ici un arbre, c'est l'arbre qui se trouve au bord de la route, la voiture voyage ici au bord d'une voiture, le long de laquelle se trouvent des arbres simplement. Alors pourquoi est-ce que je tiens à cet arbre? Tout simplement pour représenter le référentiel de la Terre. Je vais représenter ici le référentiel qui est fixe par rapport à la Terre. On va supposer que c'est un référentiel donc qui est inertiel, il ne bouge pas. Voilà, c'est le référentiel X. Et je vais aussi représenter la voiture dans son référentiel. Elle est en MRU, sa vitesse ne varie pas, et donc je peux représenter la voiture dans son propre référentiel, qui sera un référentiel inertiel. Voilà, c'est le référentiel X' qui vient de passer. Et bien sûr, puisqu'il s'agit d'un référentiel inertiel, il est tout à fait équivalent au référentiel de la Terre.
Ça, c'est le principe de relativité de Galilée, et je peux très bien représenter cette scène en considérant que c'est la voiture qui est à l'arrêt et que c'est la Terre qui défile sous les roues de la voiture. Voilà, à part les roues qui tournent ici, la voiture, elle est à l'arrêt, elle a donc bien une vitesse qui est nulle dans son référentiel. Par contre, la Terre défile ici, elle défile sous les roues de la voiture, mais toujours est-il donc que la voiture, dans son référentiel, est à l'arrêt et que donc son énergie cinétique est nulle. Et donc on voit que cette notion d'énergie cinétique, il faut y prendre garde, on voit qu'elle va dépendre du référentiel qu'on choisit pour décrire le système physique qu'on essaie ici de caractériser par son énergie. Voilà, donc il y a une dépendance de l'énergie cinétique en le référentiel qu'on choisit pour décrire le système physique auquel on a affaire. Donc il faut être prudent. Ça peut réserver des surprises, ça bien sûr, parce que maintenant, voilà, j'ai une voiture qui est à l'arrêt, la Terre est en train de défiler sous ses roues, et donc je peux imaginer que cette voiture freine. Alors je vais la faire freiner ici, à côté d'un arbre, donc il y a un arbre qui va passer, et la voiture va freiner pour s'arrêter à côté de cet arbre. Voilà qui est fait. Et donc, puisque l'arbre défile avec la route, il avance maintenant par rapport à ce référentiel-ci à 108 km/h. Et donc c'est maintenant que la voiture a de l'énergie cinétique, alors qu'elle est à l'arrêt, à côté de l'arbre. Il faut avouer que c'est assez surprenant, d'où la surprise ici, sur le visage de Leibniz. Est-ce que cette grandeur physique a encore un sens? Si elle dépend du référentiel, on pourrait fortement en douter. Alors je te rassure tout de suite, je peux supprimer la surprise ici sur le visage de Leibniz. Leibniz peut rester serein parce que cette formule est malgré tout très intéressante et surtout très utile pour résoudre des problèmes en physique. Donc voilà, il faudra juste être prudent quand on l'utilise. En fait, on ne peut pas définir la notion d'énergie cinétique de manière absolue. C'est une notion qui sera relative, elle va dépendre du référentiel dans lequel on décrit le système physique, caractérisé donc par cette énergie. Il faudrait être prudent. On verra que la notion d'énergie cinétique est surtout utilisée pour faire des bilans énergétiques, pour faire des différences. Après un événement, on aura une énergie cinétique, une autre énergie cinétique, et c'est surtout les différences d'énergie cinétique qui seront significatives. Voilà, si je te dis tout ça, c'est pour te motiver à venir voir la séquence suivante qui sera consacrée donc à l'utilisation de l'énergie cinétique pour résoudre des problèmes, et tu verras qu'effectivement, il faudrait être prudent dans l'utilisation de cette formule. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci pour ton attention et à très bientôt.